pas enregistré. Hop, j'accepte les gens au fur et à mesure. Alors, dites-nous tout, d'où vous venez. Ce qu'on aime bien faire habituellement, c'est le prénom, l'âge et un peu d'où vous venez, savoir la ville ou le pays si vous êtes en dehors de France. Et aussi, et Romain, aussi ce que vous faites dans la vie. Belgique, Arlon, 34 ans, préparateur physique. Ça permettra à Perrine de savoir à peu près à qui elle va s'adresser ce soir. Oups. Puis sur les On boutons a qu'il du faut prof pas. d'EPS à Lanester. Ah, salut frère André. T'as calculé quand il a dit la Nester. Lanester. Il n'y en a pas 15 000 là-bas. Donc, Virginie, 29 ans, coach sur PA, prépa Montpellier. Marie, physique, 25 ans, psycho. formation BP. Florent, 32 ans, prépa physique à Anglette. Nicolas, Belgique, prépa physique, psychomotricien. C'est vrai que parce qu'en Belgique, à partir du moment où vous êtes préparateur physique, vous pouvez devenir psychomote au bout d'un moment, je crois, si j'ai Ah bien ouais? compris. Ouais, c'est ouf, hein. Trop intéressant. Je me suis trompé de pays. Ouais. Institut Euh, maternel du Luxembourg, de GEPS Déjà Atelier. s'atteler, kinésiologue, Audrey, assistante maternelle au Luxembourg, Patrice, Julien, Christelle, blablabla, Blandine, praticienne réflexe. C'est cool, il y a plein de gens et de plein d'univers différents. On a beaucoup de coachs sportifs ce soir, prof du mouvement, prof des écoles. Ah, Nico, il dit c'est quand tu as un bac plus 3 en éducation physique, tu es psychomote. Intéressant. Oh, Ok. en Belgique, hein. Éducateur sportif, association. Top. Le pro d'Internet, ça parlera, Adrien. Ouais, on t'a tout de suite ciblé. C'est bon, on s'est quitté, Julien. Sandy, salut Sandy. Depuis le temps qu'on doit se voir. Bon, au moins, on se voit en visio, c'est cool. Kiné. Tac. Ah, Hugues, médecin du sport. Bonsoir, Hugues, papa de Romain. Laurent, Suisse, prépa physique, diplômé de labo. Salut Lolo. Cécile, 28 ans, animatrice dans une résidence d'accueil. Ludo, coach sportif, prépa physique dans le Var. C'est cool. Beaucoup de monde ce soir. Vous avez été beaucoup à vous inscrire. Là, il y a encore des gens qui arrivent. Juste les petites présentations, bah, c'est pour un petit peu passer le temps là pendant que les gens arrivent. Donc, continuez à vous présenter. Et vous pouvez nous dire aussi bah, pourquoi vous êtes là ce soir. Qu'est-ce qui vous a fait venir ce soir? Je vais vous marquer ça. Moi, parce que je trouve Perrine très gentille. Sabrina, formatrice art du cirque. Coucou Sabrina, on se connaît aussi. On connaît. Maxime, prépa physique Bretagne. Frédéric, 45 ans, praticien en massage et naturopathie. C'est cool. Il y a des gens de tout univers, t'as vu Perrine? Ils sont là pour toi ce soir. Ouais, c'est chouette, ça fait plaisir. Il y en a que je connais, je reconnais Christelle. J'ai vu sa trombine tout à l'heure. Ah, il y a tellement de monde, il faut qu'on passe plein de pages. Tu vois, Vous étiez beaucoup vraiment ce soir à vous inscrire, hein. Il y a près de 250 personnes. Et, euh, et donc voilà, de toute façon, pour répondre aux questions qui vont venir, il y aura un replay qui sera disponible si jamais vous devez quitter juste avant la fin. Alors, il y a des gens, ils sont là pour apprendre encore et encore en vue de futurs projets. D'autres qui souhaitent se former au réflexe archaïque. Envie de me replonger dans la formation de Neuroludo. Christelle, c'est tellement bien Neuroludo. Formé au réflexe archaïque et les utilise au quotidien pour Adrien, intéressé par une approche ludique. Je m'intéresse au réflexe archaïque et suis prof de PS. Caroline. Sonia. Sonia, on s'est vu hier, qui est sophrologue et coach sportive. Steven, il dit m'enrichir en connaissances et permettre aux athlètes que je suis de progresser. Sarah, je suis sensibilisée au RA et toujours curieuse. Sonia, enrichir ma pratique par la pratique. Claire, elle est enseignante en maternelle et graphopédagogue, accompagnante en IMP et ouverture très prochainement de son cabinet en Isère. C'est cool. Tac. Ok,
On a 83 personnes. Je propose qu'on commence. Puis moi, je vais continuer à admettre les gens qui vont arriver au fur et à mesure. Et du coup, bah, on vous laisse en compagnie de Perrine qui va nous expliquer plein de petites choses par rapport aux réflexes archaïques, à Neuroludo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter les questions. Je pense que de temps en temps, on fera des pauses. Et comme vous êtes beaucoup, je vais ouvrir un document. On va noter toutes les questions d'un côté, puis on y reviendra au fur et à mesure. Ça marche? Comme ça évite de couper toutes les 2 secondes le webinaire. On fera des rassemblements. C'est bon pour toi, Perrine? Génial, parfait. Allons-y. Allez, bah, let's go, c'est parti. Bon, et ben bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, Christelle, toi qui as fait Neuroludo et Adrien, vous allez m'aider, hein. Et puis, c'est ça, toutes les questions seront très bienvenues. Donc, alors ce soir, on va parler des réflexes, on va parler du jeu, on va parler de la parentalité, on va parler du système nerveux dans sa globalité. Euh, donc, j'imagine que parmi vous, il y en a plein qui connaissent déjà les réflexes. Donc, on en connaît tous des réflexes, hein. On connaît le réflexe d'agrippement, par exemple, où quand on met la main dans le doigt d'un bébé, hop, ça ferme. C'est pas lui avec sa volonté qui ferme, c'est avec son système involontaire que ça va fermer. De même que quand un bébé, on va le poser sur une table allongée, parfois il va ouvrir grand depuis son centre vers sa périphérie. Et puis, il va refermer, il va y avoir un cri, un pleur, etc. Et puis, on va aller le prendre dans les bras. Et puis, c'est ça qui va pouvoir permettre au réflexe de maturer et puis au système nerveux de maturer. On connaît aussi que quand on tombe, hop, on va mettre les mains. Okay, donc ça, c'est le réflexe de soutien des mains, le réflexe de parachute. Donc tout ça, c'est des mouvements qui sont involontaires, automatiques. D'accord, donc tant mieux. On est vraiment équipé de codes de survie, c'est super, c'est parfait. Et il y a juste que parfois, ces codes de survie-là, ils sont trop là, ils sont trop omniprésents et ils deviennent parasitants. C'est-à-dire que je te serre la main et hop, je vais avoir envie de presser. Donc parfois, tu as des personnes, tu leur serres la main, ils te la broient. Mais eux, ils ont l'impression que c'est juste normal, puisque toute leur vie, ils vont avoir ce tonus-là dans la main, puisqu'ils ont paramétré ça. Par exemple, si bébé, j'ai voulu prendre ça et que j'avais un tonus de 1 à 10, j'avais un tonus 1, bah, ça marchait pas. Tu sais, c'est comme dans les fêtes foraines, là où tu as les espèces d'araignées là, qui prennent les jouets dans la cage, mais ça marche pas. Donc, mais j'étais motivée pour l'attraper, ce jouet-là. Donc, alors, tout le monde n'est pas capable, mais la plupart qui n'ont pas accès, eh ben, ils peuvent quand même activer des leviers intérieurs pour aller balancer du 10. Ça, c'est ce qu'on appelle compenser. Souvent, on compense par la force, par la vitesse, des choses comme ça. Donc là, je vais tout paramétrer en 10, mais là, je vois que ça marche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je paramètre pour tous mes gestes de bébé en 10. Ce qui fait que parfois, c'est toute ma main qui va être paramétrée en force 10, mais parfois, ça va être mon bras, mon épaule, mes trapèzes, jusque mes mâchoires, jusqu'au niveau des yeux, etc. Donc ça, et qui dit dans les mâchoires dit que ça se répercute dans tout le corps. Donc c'est ça qui devient parasitant, en fait. C'est que dans le système nerveux, il y a des messages qui sont envoyés qui disent « Vas-y, balance du 10 », par exemple. Ça peut être d'autres choses qui l'envoient comme message. Donc, je me retrouve adulte et puis je serre la main hyper fort, par exemple. Ou bien je suis enfant et puis du coup j'agrippe mon crayon hyper fort sur ma feuille. Je fais des trous dans ma feuille ou des choses comme ça. Donc, je sais pas faire mes lacets enfin, c'est plein de parasitages. C'est pas compliqué. Vous voyez comment c'est quand ça marche. Mais si ça marche pas, c'est qu'à la base il y a un message nerveux qui passe pas, puisque c'est quand même le système nerveux, c'est quand même la base de tout de tous les messages qui passent dans le corps. Donc tous ces codes de survie-là, ils travaillent pour ma protection positive. Par exemple, le moro, quand je m'écarte comme ça, hop, ça me permet de me rattraper. Le parachute soutien des mains, ça me permet aussi de me rattraper. L'agrippement, aussi encore. Donc chacun a sa fonction vraiment pour ma protection positive. C'est juste que si c'est parasitant, si ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, ça ne travaille plus pour ma protection positive. Ça me met juste en mode survie. Et donc, je passe mon temps en mode survie. Si on prend un petit peu de recul par rapport au système nerveux,
vous savez peut-être que dans le système nerveux, il y a la branche sympathique et parasympathique. Donc sympathique qui excite tous les systèmes, parasympathique qui va calmer tout, c'est l'état de relaxation. Et quand on a beaucoup de messages parasitants comme ça, souvent ça va de pair avec un système sympathique très activé. Qui fait que ça excite, ça excite, ça excite. Donc après, ça va tout à fait dans le sens de l'hyperactivité du comportement impulsif ou des choses comme ça. Puis parfois, ça ne se voit pas. D'accord, je peux avoir plein de réflexes en vrac, mais ça ne se voit pas parce que je compense. Toute la journée, je compense. Donc, je me tiens bien, je réponds à la dame, je fais mes devoirs, tatati, tatata, jusqu'à ce que je ne compense plus. Je décompense. Alors, je décompense quoi? Par une crise. Je décompense parfois c'est des pics vers l'extérieur, mais parfois c'est des pics vers l'intérieur. Il y a plein de façons de décompenser et ça fait pas du bien en général, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dès que possible, moi je fais beaucoup d'interventions dans la petite enfance. Dès demain, je vais proposer déjà un live pour mardi prochain d'ailleurs. Beaucoup d'interventions pour la petite enfance parce que plus on intervient tôt et plus c'est efficace, mais tu as le changement parfois, enfin très souvent là, sous tes yeux, maintenant, tellement c'est facile à cet âge-là. Et plus on le fait tôt et plus c'est facile. Et puis, tard aussi, ça marche, puisque si je suis là, c'est que ça a marché sur moi un petit peu quand même. Et du coup, ouais, c'est ça marche à tous les âges et je travaille avec des personnes âgées aussi. Et ça marche super bien avec les personnes âgées. Donc, à tout âge, on peut venir réguler. C'est comme si on soulevait le capot, pardon, on allait mettre les mains dans le moteur pour aller resserrer quelques boulons et en desserrer d'autres qui étaient peut-être un peu trop serrés. Donc la prochaine fois, il faudra le refaire. Voilà. Donc, c'est comme si on allait soulever le capot et qu'on allait mettre les mains dans le moteur et resserrer certains boulons, en desserrer d'autres. Et ça change le quotidien. Ça change le quotidien parce que si, je ne sais pas moi, ne serait-ce que pour l'écriture, pour la lecture, pour se faire des copains, pour arriver à s'endormir, pour arriver à faire aussi des performances, parce que je sais qu'ici, il y a des sportifs, et on va en parler ce soir aussi, parce que dans Neuroludo, j'utilise beaucoup les réflexes, évidemment. C'est juste croustillant de connaître la théorie des réflexes pour lire un corps. C'est juste un régal. C'est croustillant aussi de connaître la théorie un peu plus large, sympathique-parasympathique, pour lire l'état dans lequel se trouve la personne. Et puis, à partir de là, on va aussi lire la personne dans la dynamique, dans le jeu. Donc moi, j'utilise beaucoup le jeu, donc neuro-ludo, d'accord. J'utilise beaucoup le jeu. Quand je dis le jeu, c'est le mouvement. Alors, je vais refaire le petit topo que j'avais fait dans le live, enfin le quart d'heure neuro qu'on avait fait la dernière fois. C'est que la base, c'est quand même ce cher professeur neurobiologiste Gerald Hutter qui explique que un petit enfant s'émerveille toutes les 3 minutes pour un bout de scotch, une petite voiture, un tapis, n'importe quoi. Et quand il s'émerveille, eh bien, ça va synthétiser la protéine qui va être précurseur de la gaine de myéline. Et la gaine de myéline, c'est la couche qui entoure une substance comme de la graisse un peu, qui entoure les fibres nerveuses, qui fait que je passe du bas débit au haut débit. Donc, ce qui fait que si vous connectez les points, quand je m'émerveille pour quelque chose, eh ben, je deviens plus intelligent dans les zones qui sont impliquées dans mon action. Donc, ça revient à dire que la joie soit ton guide. C'est pour ça que j'utilise le jeu. C'est parce qu'on va aller chercher ce buzz d'émerveillement, de joie, d'enthousiasme, mais dans la zone dans la zone de la sortie de confort, la sortie de la zone de confort, pardon. Donc, dans la zone où il y a de l'exigence. Donc, ce buzz-là, il vient au carrefour de quelque chose d'exigeant, mais d'extrêmement satisfaisant et excitant. D'accord ? Si je reste dans ma zone de confort, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je reste sur mes compensations, voilà. Mais quand je sors de ma zone de confort dans cet espace où il y a de la satisfaction, de la joie, de l'émerveillement, là, c'est là que ça se passe. Donc, nous, dans Neuroludo, on va aller
apprendre à observer la dynamique. Quand il y a quelqu'un qui joue, qu'est-ce que je peux voir? Bah, de ses réflexes, de son système nerveux en général, de sa dynamique et de bah, s'il est dans cet émerveillement, enthousiasme, joie. Et s'il fait bien attention de rester dans sa zone de confort, ou bien si justement au contraire, il va tout le temps sortir, 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 il y a un équilibre à avoir. Et donc on va aller chercher ce buzz-là où il y a l'exigence, la satisfaction, l'excitation, et où je suis au bon endroit pour que ça se passe. Donc là, pendant 2 jours, au mois de juin, c'est ça qu'on va faire. On va beaucoup jouer. Donc c'est beaucoup d'activités du mouvement extérieur. Et puis, on va aller rajouter à ça du mouvement intérieur. Et c'est là que ça se corse. Parce que, bon, au début, on joue, voilà, super. Déjà, c'est un peu difficile. Ça nous sort de notre zone de confort et tout. Mais là, on va rajouter alors, les mouvements intérieurs, par exemple, c'est, je ne sais pas moi, exemple d'aller observer la respiration ou observer nos pensées ou je ne sais pas, regarder comment je me sens quand je joue à ça, à ça, à ça. Rien de bien compliqué, hein. Et on ne va pas passer des heures à en parler non plus parce qu'on va beaucoup jouer, mais je vais vous donner les outils pour observer ça. Et ça commence par l'observer chez moi, ce qui me permet de mieux l'observer chez les autres. D'observer donc le mouvement extérieur et le mouvement intérieur. Après, on va regarder comment, selon les profils, on va aller plutôt emmener la personne vers une multiplication de tâches, une superposition de tâches, ou au contraire, une simplification de tâches. Et on peut croire que c'est la multiplication de tâches qui va être plus compliquée, mais il y en a pour qui ça va être la simplification de tâches, en fait. Il y en a, ils sont super excités, super... Pour eux, c'est une zone de confort d'aller dans les trucs compliqués, mais tu leur demandes de faire un truc simple, aïe, 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 ça râle là-dedans. Dans le cerveau reptilien, là, ça râle, ça râle, ça râle. Et nous, on utilise le jeu parce que parfois, on va faire nos intégrations avec les réflexes archaïques, avec les outils qu'on a, et ça va agir dans le tronc cérébral. Mais au-dessus, tu as les structures limbiques. Okay, et les structures limbiques, c'est la mémoire, c'est les comportements sociaux, c'est les comportements affectifs, etc. Et c'est toute la réactivité qu'il peut y avoir. Donc, parfois, au niveau du tronc cérébral, on a fait le boulot, mais tu as les structures limbiques qui bloquent le passage. Et en fait, avec Neuroludo, avec cet espace où on va contacter ce buzz-là, eh ben, on va pouvoir venir faire que le limbique qui était en feu rouge, eh ben, il passe en feu vert. Et qu'enfin, plouf, ça se potentialise dans la vie de la personne. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec les manips qu'on apprend en IMP qui sont juste un régal. Mais sur certaines personnes, j'ai vu que bah, ça marche bien, tout va bien, tout est bien. Et la personne, elle reste toujours aussi triste, par exemple. Donc là, je sors la planche, je sors les balles, les sacs, on commence à faire des jeux et tout. Et c'est là que tout d'un coup, waouh, je vois enfin la personne arriver parce qu'il y a bah, le buzz qui est là. Allez, une petite respiration. Petite gorgée d'eau aussi. Très important. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà peut-être des questions, des interrogations par rapport à ce que Perrine a introduit? Vous pouvez me mettre dans la fenêtre de discussion si vous voulez. Ça va, Christelle, je dis pas trop de bêtises? Bon, alors, on attend qu'il y ait les questions qui se placent. Je vais continuer. Pas de problème. Puis aussi, comme c'est beaucoup d'informations et que je parle un peu vite, je prends des petites respirations aussi pour que vous ayez le temps un peu de... Ceux qui sont en formation avec nous, ils savent commencer par les vite avec Romain et moi, donc ça va. Sam, il a un débit. Moi, je peux te dire que sa myéline, elle se bagarre avec plein d'autres myélines, hein. Lui, il manque pas de graisse dans le cerveau, hein. Yes. Donc, bah, vous connaissez le principe de l'hormèse, j'imagine, où on va appliquer un stress au corps en toute sécurité. Et ça fait que le fait de plonger dans ce stress-là, ça va créer une réaction d'adaptabilité dans le corps qui fait que finalement, ça vient recréer un équilibre là où il y avait un déséquilibre. Et que cette capacité d'accéder à mes ressources, eh ben, je vais pouvoir y accéder beaucoup plus facilement dans mon quotidien. Donc, le fait d'appliquer un stress en toute sécurité va me permettre de déployer ma ressource.
C'est ça qu'on fait quand on sort de notre zone de confort dans le jeu. C'est-à-dire que si c'est dans mes mains que j'ai du mal à faire ma vie, eh ben, d'aller mettre du défi dans les mains, en sachant comment observer, comment superposer ou simplifier, eh ben, c'est là où je vais venir appliquer le bon stress. Et aussi, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas être dans la recherche de la performance. Parce que finalement, la performance, c'est la conséquence de tout le travail qu'on fait. Donc, c'est un gros travail qu'on a à faire. Je ne sais pas si c'est propre aux Français, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes que des Français dans la salle et vous pourrez nous dire, mais c'est très axé, le mode d'éducation est très axé sur la performance en France. Et exemple, si on se trompe, c'est cata, etc., etc. Donc, on n'est pas très à l'aise de faire des erreurs. Donc, il faut qu'on réussisse à tout prix. Et il y en a, c'est très simple. Hein. Je vais leur donner le sac, je vais leur demander de faire des passe-passe comme ça, et à un moment donné, il faut que je leur demande de laisser tomber le sac. C'est terrible, c'est terrible. C'est le gros stress de devoir laisser tomber, parce que c'est un échec. Et qu'il ne faut pas, un échec, il ne faut pas. Donc, il y a un gros travail aussi à faire là-dessus, parce que c'est bien joli de jouer, ok, super, voilà, on sait jouer, mais c'est pas parce qu'on sait jouer qu'on sait être dans ce buzz-là. Parce que si on joue à partir de la performance, on est tout sauf dans le buzz. Je parle du buzz qui vient myéliniser. Okay, c'est l'art de jouer et ça correspond à un état d'esprit aussi où on ne se prend pas trop au sérieux. Et enfin, c'est voilà, très philosophique. Hein, Neuroludo, c'est très philosophique. Donc c'est ça, c'est vraiment de ne pas croire qu'on va juste jouer. On va jouer depuis un certain endroit de nous. Et c'est quand on se place à cet endroit-là de nous, en général, c'est un endroit où on est un peu aligné, centré, tout ça, que du coup, eh ben, la performance, elle découle de là. Et moi, j'ai des exemples de gens qui avaient des agrippements en vrac, des chaînes des bras en vrac, dans le sens qu'il y avait vraiment pas beaucoup de disponibilité pour la performance, voire vraiment, vraiment, vraiment peu. Et que du coup, eh ben, en allant contacter cet endroit-là, eh ben, ils se sont mis à faire des tractions, les unes après les autres, et c'était facile. Parce qu'ils étaient arrivés à un endroit d'eux depuis lequel les performances sont décuplées. Quand on parle des sportifs de haut niveau qui ont dit ouais, c'est vachement du mental, la préparation elle est hyper mentale et tout, exemple pour le tennis ou des choses comme ça. Bon, je trouve ça très réducteur de dire préparation mentale parce que mais effectivement, c'est au moins la moitié. C'est au moins la moitié. Alors, puisqu'ils ont eu de l'entraînement toute leur vie, ben, peut-être la première partie de leur vie, c'était de l'entraînement physique, mais la deuxième partie de leur carrière, je peux te dire que c'est beaucoup plus de l'entraînement mental, même si ce n'est pas le mot qui convient d'après moi, que autre chose. Donc, on est complètement là-dedans. Attends, il y avait une question sur les jongleurs. Moi, ça me plaît. La chute de l'objet qui inhibe le plaisir lors d'un show ou à l'entraînement. Le plaisir est bien présent. Alors, ouais, c'est ça. Oui, et ben, je peux t'en parler parce que je me suis fait un bleu hier à l'entraînement de cirque avec les massues, parce que je suis en train de travailler mon double tour, et puis de passer une massue par l'arrière, et je me suis fait un bleu à la main. Donc oui, et puis aussi c'est que très clairement, quand il y a le plaisir, le cerveau reptilien, il vient moins interférer, mais quand on arrive sur scène, bah, il y a plus de stress, il y a plus d'enjeux. Donc, les codes de survie, ils sont un peu plus au taquet. Sauf si on a travaillé de le faire depuis le bon endroit. C'est ça le mental dont on parle les sportifs de haut niveau. Et pour moi, c'est tout sauf le mental parce que c'est d'aller contacter l'intérieur. C'est pas du tout ici. C'est ici d'abord, c'est d'aller contracter ses tripes en fait. C'est de se placer dans son centre. Bon, moi j'ai fait du yoga, oui, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Perrine. J'ai commencé par faire psycho et puis je suis passée par la classe yoga, ça m'a fait voyager un peu et dans les pays où j'allais, je faisais toc-toc à la porte des écoles parce que j'étais passionnée par les pédagogies. Donc ça m'a amené à faire du Montessori à Acapulco, du Steiner au Costa Rica, du YMCA aux États-Unis et puis du Montessori en France, de la CLIS. Je me suis beaucoup intéressée aux pédagogies nordiques
qui sont exemplaires sur bien des aspects, sur les fameuses universités de Gandhi, où il n'y a surtout ni chaise ni professeur. Et tout ça, ça m'a montré que, premièrement, ce n'est pas l'outil qui compte, c'est depuis où on applique cet outil. Parce que j'ai vu qu'avec le même outil, dans 2 endroits différents, ça pouvait être merveilleux, comme ça pouvait être de la bouillie. Donc, c'est à partir de où, en moi, je l'applique, cette méthode, cet outil, ce jeu. C'est exactement ce qu'on fait dans Neuroludo. Je me suis aperçue aussi d'un autre truc, c'est qu'on a absolument tout ce qu'il faut sur la planète pour rendre nos enfants épanouis. Et les endroits les plus merveilleux que j'ai trouvés, c'est là où il y avait des adultes qui accompagnaient les enfants depuis un certain endroit à l'intérieur. Okay, et cet endroit-là, eh ben, je le reconnais chez les sportifs de haut niveau quand ils sont en mode focus, c'est-à-dire dans la présence. Parce que pour moi, ce qu'ils font sur les cours de tennis, c'est de la méditation de pleine présence. Donc, dans Neuroludo, on va aussi se familiariser avec des notions de méditation. Alors, je ne suis pas spécialement une grande méditatrice. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'aime pas trop m'arrêter pour méditer, même si ça m'arrive, mais je préfère largement amener la méditation dans le mouvement tout au long de la journée. Parce que sinon, je peux faire mon 10 minutes de méditation et puis après, je vais au magasin et je redeviens une peau de vache parce que j'ai quitté mon espace de méditation et c'est pas trop ça que je cherche ni que je souhaite pour que ça aille mieux sur la planète. Donc c'est ça, c'est cette exploration en même temps du jeu, mais en même temps depuis où je le fais ce jeu. Attends, je lis des trucs parce que parfois, ouais, YMCA, Village People. J'adore les Américains. Pleine conscience et pleine présence, c'est différent. Oh, je rentre pas spécialement dans ces considérations-là, à moins qu'on en parle plus en détail, mais voilà, ça peut vouloir dire franchement la même chose, et puis selon comment on l'utilise, ça peut être différent. Donc, très dangereux le jonglage, Sabrina, mais tellement excitant. Donc voilà, tu vois, par exemple, en ce moment, j'essaye le monocycle, et ben là, mon cerveau reptilien, pour l'instant, il veut pas, juste il veut pas, il me dit non. Pour parler du cerveau reptilien, parfois je dis aux enfants, on a tous une caméra de surveillance dans le cerveau qui scanne 360 degrés H24. C'est comme ça qu'on est fait. C'est tant mieux, c'est super. Mais toi, c'est pas une caméra de surveillance que tu as, c'est un ninja qui est là sans arrêt, tout le temps, tout le temps. Et s'il y a un papillon qui se pose sur une fleur, je go, wow, il y a un papillon qui se pose sur une fleur. Okay, et donc, c'est ça qui est parasitant, en fait. C'est que le cerveau reptilien, il est mais tant mieux, merci vraiment de son rôle. Il nous protège, c'est l'acteur principal de notre survie. Mais c'est ça, la surprotection et la survie, c'est trop. Et donc, ça devient des messages parasitants. Parce qu'il suffit qu'il y ait un copain qui trifouille dans sa trousse pour que tout d'un coup, c'est comme « Oh, c'est quoi ce bruit ?» Alors, je ne me dis pas « Oh, c'est quoi ce bruit ?» mais je suis interrompue, je suis perturbée parce que il est trop actif. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée assister à des cours d'éducation canine pour voir comment ça se passe, justement. Et c'est super intéressant parce qu'un chien, par exemple, eh ben, il doit, quand, mettons, ça frappe à la porte, le chien, il va aboyer, il va se lever, il va se mobiliser, il passe en sympathique pour protéger son maître. Eh ben, le maître va à la porte, hop, il ouvre, et le chien qui ne voit aucun signe de stress, s'il a bien compris, s'il a bien maturé, s'il est bien dressé, hop, il repart dans son panier. Or, si le chien, il n'a pas compris qui était le patron et qu'il n'a pas compris, intégré que le patron, c'est le maître et que c'est le maître qui est référent du signal de stress ou pas, eh ben, ça veut dire que c'est lui, c'est le chien qui est référent principal. Donc, eh ben, il va continuer à japper parce qu'il n'a pas les moyens finalement de savoir si il y a une raison de stresser ou pas. Eh ben, du coup, ça fait quoi? Ça fait que le chien, il va japper pendant toute la visite des voisins qui sont venus prendre le café, que j'oserai jamais réinviter les voisins, que les voisins n'oseront jamais me ressolliciter pour un café. C'est ça, le cerveau reptilien. C'est comment il est tout le temps là quand il nous parasite comme ça.
Et on l'observe chez les enfants, parce que les enfants, ils peuvent, pareil, pleurer pendant tout le café. Et c'est un petit peu la même chose, mais quand ils font cette crise-là, c'est pas une crise de caprice ou de... C'est vraiment une crise électrique qu'ils vivent, parce que, par exemple, il y a un inconnu qui vient d'entrer, ou quelqu'un qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, c'est important de revenir sur cette notion-là de crise, et on en parle beaucoup de la parentalité dans Neuroludo, c'est que et il y en a, ça les rend mal à l'aise qu'on dise le mot crise avec un enfant. Non, non, c'est pas des crises, dans la bienveillance, on parle pas de crise et tout. Mais il faut comprendre que c'est une crise électrique qui vit l'enfant. C'est pas une crise de caprice, hein. C'est vraiment que, électriquement parlant, il y a un buzz qui le parcourt, mais là, c'est pas le buzz de l'émerveillement et de l'enthousiasme, là. C'est le buzz de ah, j'ai une alerte rouge de mon cerveau reptilien, mon chien de garde là, qui aboie, parce qu'il y a du danger, du danger, du danger. Donc, limite, l'enfant, lui, il pourrait se dire, bah oui, ok, il y a quelqu'un qui est là, qui prend un café et tout. Mais le cerveau reptilien ne le laisse pas en paix. Il envoie une décharge qui fait que l'enfant n'a pas le choix d'être en crise. Donc, dans l'accompagnement de la parentalité, c'est beaucoup ça. Alors, c'est beaucoup réinformer les parents. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'il est en train d'exprimer ses émotions, etc. Il peut y avoir de ça, mais ce serait bien quand même qu'on identifie aussi ce buzz électrique-là et juste d'identifier qu'ils ont besoin qu'on apaise ce buzz électrique-là. Et il y a largement des outils pour le faire qui sont simples et qui peuvent agir comme ça. C'est les mêmes que j'utilise pour les traumas et ça marche super bien. Donc c'est comment identifier que les comportements, allez, j'ose dire le mot déviant, de l'agitation, de se mélanger les pinceaux physiquement, cognitivement, dans tout ça, de tout plein de choses, de ne pas être à l'aise avec les gens, de pas... Tout ça, ça vient de messages parasitants de mon cerveau reptilien qui me lance des signaux d'alerte au mauvais moment, c'est-à-dire de façon démesurée. Ok. Alors, oui, dans l'autisme, oui, bien sûr, en pagaille, en pagaille. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais moi, quand je suis rentrée de mes voyages, là, je me suis dit, bah mince alors, j'ai vu tellement de belles choses, comment je vais faire pour apporter ma pierre à l'édifice? Et j'ai commencé par aller me former en brain gym, des mouvements pour les apprentissages. J'ai vu la pub, c'était des mouvements pour les apprentissages, donc c'était super. Et puis, j'ai continué avec un psychiatre suédois qui s'appelait Bloomberg et qui était absolument formidable, un passionné. Et lui, il avait contracté la polio quand il était plus jeune. Il a surmonté ça avec les moyens du bord à l'époque. Et puis, vers, je sais pas, 40-50 ans, il a rencontré une dame qui travaillait avec un public handicapé et qui était passionnée de photos. Donc, elle avait un sens de l'observation super développé. Et du coup, elle a observé des mouvements récurrents dans son public qu'elle accompagnait et elle les a mis en lien avec les mouvements récurrents des bébés. Tu sais, quand les bébés sont sur le ventre, là, puis qu'ils vont faire comme ça, ou bien qu'ils sont à quatre pattes et qu'ils vont arrondir le dos, ou bien bon, tous ces petits mouvements-là. Et en fait, eh ben, elle s'est dit, tiens, ben, peut-être bien que ces mouvements-là, ils servent à quelque chose. Et elle a pris les personnes qu'elle accompagnait, donc les publics à besoins spécifiques, porteurs de handicap ou des choses comme ça. Et du coup, elle les a fait faire, elle leur a fait faire les mouvements des bébés, des petits mouvements rythmés. Et donc, elle a vu des résultats, elle était super contente et tout. Donc, quand Bloomberg est arrivé là, il s'est dit, tiens, je vais essayer ça pour les résidus que j'ai encore dans mon corps de la polio. Et c'est là qu'il a vu avec stupéfaction les résultats que ça donnait, autant sur sa récupération physique que au niveau cognitif, au niveau émotionnel et tout. Donc il a ramené ça dans sa clinique de psychiatrie. Et là, justement, lui, il travaillait beaucoup avec des autistes, des porteurs de trisomie, des maladies neurodégénératives, des hyperactifs, des dyslexiques et des gens comme vous et moi qui sommes parasités au quotidien par des messages nerveux qui tournent en boucle et qui restent prisonniers de cette boucle-là, tant qu'on ne vient pas libérer l'arc nerveux. Donc oui, il a beaucoup travaillé avec l'autisme et il travaillait beaucoup dans l'autisme avec l'alimentation aussi.
Donc, je pense que vous devez pas mal parler de l'alimentation aussi dans la BORNP, notamment les boucles gluten-caséine, où plus on est addict et plus on est intolérant. Et du coup, ça envoie un message dans la cellule qui fait que, au lieu que la chaîne d'enzymes, par exemple pour le gluten, fasse au niveau des capteurs, fasse émetteur-récepteur, et passe petit à petit, ça fait émetteur, 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 et ça fait imploser la cellule nerveuse qui déclenche les crises, voyons, le mot m'échappe. En tout cas, des troubles du comportement. Donc, il a vraiment très bien détaillé ça dans le cas de l'autisme. Et il travaillait beaucoup avec les réflexes archaïques et, pour l'autisme. Ouais. Module Brain Gym complémentaire avec l'IMP, bien sûr, super complémentaire, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, et ben vous n'avez plus qu'à me dire de quoi je parlais, parce que je ne sais plus, là, j'ai perdu le fil total. Tu es en train justement de parler là de l'impact avec les enfants autistes, puis après les gens normaux comme nous. Voilà, comme vous et moi. Ouais, c'est ça, je parlais de Bloomberg parce qu'il il a fait ces mouvements-là, donc il a ramené ça dans sa clinique de psychiatrie, et là, il l'a appliqué avec ces malades atteints de troubles psychiatriques. Et donc, il a eu des résultats super. Avec donc des gens qui finalement ont pu retrouver un boulot ou retrouver une vie sociale ou retrouver une vie autonome en appartement ou démédicamентaliser ces patients. Donc ça c'est assez énorme. Donc et en fait c'est ça, c'est que bon, ok, c'est des gros exemples. Comment faire le lien entre le développement moteur chez l'enfant qui s'est peut-être pas placé parce qu'il a peut-être pas fait son métier de bébé, parce qu'on l'a mis dans une coque, ou qu'il a peut-être pas fait son métier de bambin, parce qu'on lui a dit arrête, tu vas tomber, mais pas ça à la bouche, ou bien parce qu'on lui a dit qu'il n'a pas fait son métier de plus grand, parce on l'a empêché de, je sais pas moi, de grimper dans les arbres, d'aller explorer le mouvement, de se salir, des choses comme ça, ou qu'on l'a empêché de faire son métier d'enfant parce qu'on lui a dit de s'asseoir 8 heures par jour sur une chaise. Euh, et donc, comment faire le lien? Mais c'est simple, c'est que le système nerveux, c'est la base. Les messages nerveux qui passent dans mon corps, s'ils passent de travers ou qu'ils sont bloqués quelque part, ou que, bah, il y en a certains chez qui ça va avoir des conséquences comme ça, puis il y en a certains chez qui ça va avoir des conséquences comme ça, tout simplement. C'est pour ça qu'on le met en lien avec tous ces troubles-là. Allez, posez des questions, allez, allez, allez. Ou bien dites ce qui vous touche ou ce qui vous émerveille ou ce qui vous surprend. Enfin, il s'agit beaucoup de récupérer son corps petit bout par petit bout, de récupérer les parties de son cerveau, les parties de nous, les parties de notre histoire. Tu sais, parfois, il y a des blocages où on ne se souvient plus, des traumas, des choses comme ça. Et ben, il s'agit de se réunifier. Ça va dans ce sens-là, toute cette approche-là. Donc ça va dans la même approche que tous les courants qui vont dans le sens du corps, dans le sens des émotions, dans le sens de la vie avec un grand V, quoi. Retrouver la vie, sortir de la survie ou de la sous-vie. Alors, super, merci beaucoup, génial, voilà, c'est bien parce que ça me relance du coup. Alors, la dysgraphie, le TDAH. Alors, la dysgraphie, c'est très simple. Par exemple, si tu as le réflexe d'agrippement qui fait que quand il y a la main, il y a des zones sensorielles sur la main qui sont stimulées, je suis prisonnière de surexcitation de la main ou de sous-hypotonie ou hypertonie. C'est-à-dire j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ou j'ai carrément pas assez. Bah, t'imagines que la dysgraphie, ça va de soi après parce que je ne sais pas attraper mon crayon parce que c'est, je te dis, de 0 à 10, je suis en tonus 1 par exemple. Okay, ou bien je suis en tonus 10, ce qui fait que essaye de faire tous tes mouvements avec une grosse tension dans la main, tu vas voir que c'est hyper compliqué. C'est comme si enfile une moufle et fais tout ce que tu avais à faire.
Si tu as, par exemple, le réflexe de paralysie par la peur, qui fait que, qu'on appelle aussi le réflexe de retrait, qui fait que t'es recroquevillé en petite boule à l'intérieur de toi. Ça, c'est une super stratégie de survie. Ça fait partie de nos codes de survie qui font que un jour, je prends une grande décision, je me roule en boule à l'intérieur de moi parce que bah, ça va me sauver ma vie, quoi. Euh, Bah, ça veut dire qu'en gros, c'est comme si j'avais retiré mon pyjama grenouille, tu vois. J'ai retiré ma manche, hop, j'ai retiré les extrémités et je suis au centre de moi-même. En apparence, ça se voit pas, je suis là, je te parle. Alors peut-être que je suis un peu inhibée dans mon mouvement, peut-être que j'évite un peu le regard. N'empêche que je suis là. Mais du coup, j'investis pas mon pyjama grenouille, je l'ai désinvesti. Donc forcément, je sens pas mon corps jusqu'au bout. Donc, c'est vachement plus dur. Imagine que tu as froid aux mains. Tu vois, quand tu as froid aux mains, tu n'arrives pas à faire tout ce que tu veux. Mais c'est la même chose avec les capteurs, en fait. Tu ne peux pas réveiller tes capteurs si tu n'investis pas tes chaînes musculaires, tes chaînes nerveuses. Donc, tu as ça dans la dysgraphie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans, par exemple, les troubles de l'écriture? C'est que si jamais il y a le réflexe tonique asymétrique du cou, donc ça, c'est un réflexe qui va beaucoup m'aider pendant la naissance pour faire mes tours de tête et tout. On appelle ça le réflexe de l'escrémeur parce qu'en gros, le code de survie, il dit que si tu tournes ta tête d'un côté, hop, tu te retrouves dans cette position-là. Pareil avec les jambes. Eh ben, imagine, tu as la maîtresse qui passe, donc là, tu regardes, et puis quand la maîtresse passe et que tu tournes ta tête, le message qui passe, c'est oh, tu as tourné la tête, donc tu vas plier lui et tu vas étendre lui. Donc là, la rature sur la feuille, ben, elle arrive tout de suite. Donc c'est hyper logique en fait. Vous pouvez me donner plein de cas de celui qui est dans la Lune. Bah, tu as le réflexe tonique labyrinthique qui fait que il part en extension, donc il part en retrait par la même occasion. Tu as celui qui est un petit nerveux parce que il retient tout dans ses mains et dans ses mâchoires. Ça, c'est le réflexe de Babkin. Et du coup, bah, il retient tout ici. Tout ce qui retient ici, ça se tend ici. Ou bien tout ce qui retient ici, ça se tend ici. C'est relié. Donc, du coup, à un moment donné, on va lui faire hey, salut ou bien le taquiner un peu et blah, ça va exploser verbalement, par exemple. Tu as ceux qui mettent toujours leur truc à la bouche. Tu sais, parfois les fumeurs, on dit que c'est la nicotine, mais ok, il y a la molécule. Mais attention, hein, il y en a énormément, en fait, ils ne sont pas addicts à la molécule, hein. Ils sont addicts au geste. Parce que tu as le réflexe palmo-mentonnier pour qu'on puisse mettre la main à la bouche et venir explorer le monde avec la partie la plus active cognitivement, c'est-à-dire l'intérieur de la bouche. Donc, on peut parler de tout plein de choses. Il y avait quelqu'un qui parlait aussi de... Alors, TDAH. Alors, magnifique, magnifique TDAH. Tu as un réflexe qui fait que quand tu viens activer dans le dos, tu sais, dans les pays où il n'y a pas de couche, les femmes, avant de monter dans le bus avec leur bébé, elles leur font une petite stimulation comme ça dans le dos. Et comme ça déclenche la miction, ils font pipi s'ils ont besoin. Donc en fait, eh ben, chez le bébé, pas mal d'entre nous aussi, hein, ça marche encore, hein, je suis sûre. On fait ça dans le dos, hop ici, ça fait ouf, ça chatouille, quick, ça fait par là comme ça. Par ici, ouf, ça chatouille. Et les deux en même temps, ça on le voit pas mal encore même chez les enfants. Et donc on le voit chez le bébé. Quand on fait les deux en même temps, ça stimule les deux côtés en même temps. Donc le stress venant des deux côtés, je ne vais pas me tordre ou me tordre, ça va partir vers le bas et ça déclenche la miction. Donc on fait pipi. Donc là, tu es en train de changer bébé, hop, la couche est toute propre, c'est bon, et vium, tu glisses la couche. Eh bébé, tu fais quoi là? Tu fais pipi dans la couche qui est toute propre. Tu me manipules? Eh bien non, c'est toi qui viens de lui déclencher son réflexe de galant et qui a provoqué la miction. D'accord? Donc, eh ben, vous mettez ça dans le contexte d'un gamin qui est à l'école. Pardon, je la refais. Vous mettez ça dans le contexte d'un enfant qui est à l'école et qui vient au contact de sa chaise avec son dos. Et ah, c'est parti. Ah, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et ça gigote et ça gigote. Mais tu m'étonnes qu'il est taxé d'hyperactif. Mais le truc, c'est que quand on commence à s'occuper des réflexes archaïques, elles tombent les étiquettes les unes après les autres. Attends, je ne dis pas qu'elles tombent à 100%, d'accord? Mais il y en a beaucoup chez qui, ah bah non, mais ça va, il est calme, c'est bon. Parce qu'en fait, il est juste victime de messages parasites qui tournent en boucle dans son corps.
ok. Si j'ai mon cerveau reptilien qui est au taquet parce que j'ai le réflexe de Moro qui est à fond, et ben dès qu'il y a un papillon qui se pose sur la fleur, dès qu'il y a mon copain qui cherche dans sa trousse, et donc je suis sans arrêt en train de faire quoi, hein? C'est pas moi qui choisis de faire ça. C'est à l'intérieur de moi que ça s'active parce qu'il s'agit de ma survie. Je suis dans un état de survie. Donc, je ne suis pas disponible pour les apprentissages, je ne suis pas disponible pour la division euclidienne, je ne suis pas disponible pour les carolingiens. Je suis en train de lutter pour ma survie. D'accord? Donc, vous voyez, les états d'hyperactivité, de manque de concentration, de choses comme ça, c'est gros. C'est gros, donc il y a plein de... Donc voilà, TDAH. Pareil, TDAH, enfin, je pourrais vous décrire vraiment beaucoup de réflexes comme ça. Attends, il est 10h moins le quart. C'est jusqu'à quelle heure déjà? Je ne sais plus. Savoir combien de temps j'ai. Ouais, vas-y, hein, t'as toute la nuit, hein, si tu veux. Moi, j'irai juste me coucher un moment. Donc, bon, pour vous dire qu'il y a beaucoup de réflexes qui sont cachés derrière la grosse vilaine étiquette du TDAH, d'accord. Si on parle que des réflexes, évidemment, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Comment recréer la sécurité chez l'enfant qui n'est pas en phase avec son corps? Et oui, voilà, c'est ça. C'est la sécurité, c'est d'aller travailler le réflexe de Moro. Et autant dans l'IMP, parce que je suis prof d'IMP, on travaille réflexe par réflexe, et c'est croustillant, c'est passionnant. Autant dans Neuroludo, on le travaille à partir du jeu. Parce qu'en fait, on arrive à repérer dans le jeu ce qui se passe, ce qui se joue, et donc dans la position, la dynamique, le comportement de l'enfant, etc. Et puis ses aptitudes. Et autant on arrive à venir mettre la bonne dose en superposition de tâches, en simplification de tâches, et l'amener au bon endroit parce que parfois on va le faire explorer l'extérieur en même temps qu'on le fait explorer son intérieur. Attention les amis, c'est que il faut d'abord que nous, on explore notre intérieur pour avoir la prétention d'aller accompagner les autres à explorer leur intérieur. Okay, c'est une grosse pratique et en fait, les choses les plus difficiles qu'on fait dans Neuroludo, c'est les mouvements comme ça. Bon, ok, c'est difficile, mais voilà, on sait bien qu'à un moment donné, on va pas suivre Perrine qui va commencer à jongler avec des doubles tours dans ses massues et sur son monocycle. Donc, on sait s'arrêter à son niveau. Par contre, quand je demande tout simplement aux gens de respirer pendant 1 minute et de faire que ça, ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce qu'elle est là, la résistance. La vraie résistance chez les adultes, elle est dans être et observer ce que je suis. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand juste je respire. Et tout de suite, on trouve ça ennuyant ou... Parce que juste, on a envie que on a envie de rester dans du sympathique. Boum, 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 boum. OK, donc, c'est de faire... alors, toute proportion gardée, parce que tu en as, c'est l'extrême inverse, hein, ils adorent planer, flyer et tout. Donc, tu en as, ils supportent pas la minute de silence parce que il faut de l'action. Et tu en as, ils supportent pas de revenir. D'accord? Ils supportent pas la minute de silence parce qu'ils la font la minute de silence, mais H24, parce qu'ils sont pas là, ils planent. D'accord? Donc, on peut accompagner les autres quand on a exploré ça à l'intérieur de nous. Là, c'est ce qu'on va faire dans Neuroludo. Et ça se fait dans la joie, ça se fait en toute simplicité, ça se fait dans la curiosité, l'exploration de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très chouette. Alors, alors Nicolas, le réflexe palmaire hypotonique se stimule comme un hypertonique? Non, mais bon, ça mérite. On rentre un peu plus dans des choses techniques là. Ce serait, voilà, à moins que tu veuilles prendre la parole, mais ça va nous emmener un peu plus loin que Neuroludo. Oui, Dominique, tout à fait. Tout ce qu'on va faire là, quand on va libérer des boucles nerveuses dans lesquelles il y a des messages parasitants qui passent, moi qui viens de la psycho,
je suis vraiment heureuse d'avoir été, qu'on m'ait enseigné ça. Et mes deux enseignants principaux, c'était au travers de l'enseignement de d'IMP de Svetlana Mazgutova, qui est docteur en psychologie, et Bloomberg, qui est psychiatre. Et en fait, eux, ils vont réparer la psyché par le mouvement. Okay, donc, tout ce qui est des traumas et tout ce qui sont des... Tu sais, nos blessures, là, c'est comme des boucles, des messages qui passent en boucle, hein, de ah, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ci. Et à un moment donné, on va, je sais pas, on va faire un jeu, hop, et puis le message était bloqué là. Et puis tout d'un coup, pouf, ça se libère. Et puis, bah, ça revient plus toutes les 5 minutes sur le plateau, cette histoire de quand j'étais petit. Donc oui, oui, ça vient aider beaucoup pour les traumas. Ça vient libérer des mémoires. Autant les mémoires mettons, je sais pas, moi je me suis fait une fracture ici, bah, il y a des mémoires de la fracture, ok, dans les tissus, etc. Donc ça peut être des embûches pour la bonne circulation des messages. Et bien quand je vais remettre tout ça en mouvement, hop, on refait circuler l'énergie là-dedans, puisque je le fais depuis le bon endroit. Je ne suis pas dans la performance, dans la compensation, etc. Ni dans partout ailleurs sauf dans mon corps. Donc, je reviens depuis le bon endroit à faire circuler l'énergie qui fait que, hop, ça vient déboucher les circuits. Et ben, c'est exactement pareil pour les traumas. D'accord ? Donc, les mémoires, ça peut être des mémoires physiques, des mémoires cellulaires, des mémoires émotionnelles, des mémoires énergétiques, que sais-je. En tout cas, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Donc oui. Alors, tac, tac. Brainball est-il complémentaire? Alors écoute, moi j'utilise la Visix, j'utilise les jeux de balles. Donc c'est des jeux de jonglage, on commence par les sacs et puis on enchaîne avec les balles. Et donc le Brainball, j'imagine que c'est quelque chose avec des jeux et des balles aussi. Donc C'est j'imagine. comme Bala V6, sauf que la différence, ça va se faire beaucoup, tu sais, avec, ils le font avec une rythmie, qui est donnée par un métronome, tu vois. Là où Bala V6, c'est plus se concentrer sur la rythmie que toi, tu vas imposer avec tes propres mouvements, quoi. Oui, c'est ça, ok, ça marche. Ouais, c'est ça, c'est que Bill Tu Hubert, lui, conscientises plus, toi, en ouais, fin de c'est ça. compte. Oui, ben, de toute façon, bon, moi j'ai pris j'ai pris ce que j'avais à prendre dans le Balavisix et puis bah, je l'ai remanié avec tous les outils de présence que j'y rajoute. Et tantôt, il y en a, c'est pareil, il y en a, ils vont avoir grand bénéfice à le faire avec un support rythmique. Il y en a, il faut surtout pas leur mettre de support rythmique. C'est ça, apprendre à regarder à qui tu as affaire et qu'est-ce qu'il lui faut à lui précisément. Donc, tout est bien, mais pour qui? Donc, mais bon, tant que ça joue et qu'il y a des balles et qu'il y a du rythme et tout, c'est génial. Hein, donc, Bill Hubert, c'est un institut américain qui a remarqué que les élèves en difficulté d'apprentissage, c'était les mêmes que les élèves qui avaient des difficultés de rythme. Donc, il s'est mis à faire un jonglage ultra codifié. Alors, il me gronderait si il apprenait que je disais que c'est du jonglage. C'est juste que moi qui ai commencé par le jonglage dans ma jeunesse, et ben, forcément je m'éclate de là-dedans, donc pour moi c'est vraiment du jonglage. Mais donc c'est des trucs hyper codifiés où tu sors pas du rythme, justement. C'est très rigoureux. Donc, dans Neuroludo, on fait tout un panel d'exercices non codifiés où ça part un peu dans tous les sens, on s'amuse et tout, même s'il y a une consigne précise à chaque fois. Et puis, tu en as où c'est des mouvements ultra codifiés. Tu sors pas du rythme, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a un seul bruit pour tout le monde. Et ça, c'est très bénéfique aussi. Et ça nous demande d'être partout, tout le temps. C'est vraiment chouette. Donc oui, tous ces trucs-là, moi, ça me parle beaucoup. Quelle sorte de jeu? Quelle sorte de jeu? Ah bah Audrey, il va falloir venir à Neuroludo, là. Mais bon, en gros, bon, bah, tu vois, il y a des balles, il y a des sacs. Moi, j'utilise beaucoup le yoga des animaux. J'utilise beaucoup... bon, le yoga, c'est un bien grand mot parce que je mets tous les mouvements, tant qu'on a du fun avec, c'est très bien. J'utilise la danse, j'utilise... En fait, dans Neuroludo, en gros, le message, c'est prends ta couleur. Si toi, la façon que tu vas avoir
de sortir les autres de leur zone de confort, c'est en leur mettant du fil et une aiguille et de faire de la broderie et du point de croix, fais-le. Tu vas sûrement faire des merveilles. Si c'est avec la guitare, fais-le. Si c'est avec du macramé, fais-le. Si c'est avec du jonglage, de l'équilibre, de la natation, du ski, parce que moi, mon aspiration, mon souhait, c'est que justement, les profs de guitare, ils se mettent à faire leur cours de guitare pour l'épanouissement de l'enfant et pas pour la performance. Et c'est ça qui me plaît quand j'ai rencontré Adrien, c'est que lui, il me racontait que ses cours d'athlé, il faisait sur 1 heure et demie, en fait, il faisait la moitié, c'était de la préparation pour se libérer le corps, et puis après, 3/4 d'heure d'athlétisme. Et la performance était décuplée puisque il y avait eu la préparation avant pour délier et pour évacuer ces messages nerveux-là. Les instits qui osent, ne serait-ce que faire un mouvement croisé, quand tu fais hop, ici comme ça, là, ceux qui osent faire ça et faire boire les élèves avant de commencer leur cours et qui se font moquer par leurs collègues parce qu'ils font des trucs bizarres, bah, rira bien qui rira le dernier parce que au mois de janvier, février, mars, plus l'année avance et plus il s'aperçoit que ceux qui faisaient des mouvements croisés, ils avaient des élèves beaucoup plus disponibles pour assimiler les leçons, donc ils étaient en avance sur le programme. Ou bien qu'ils étaient plus disponibles au niveau comportemental aussi. Donc il y avait moins un besoin de dire chute, chute, chute. Donc c'est ça, c'est vraiment que chacun prenne sa couleur, tant que c'est fait pour l'épanouissement et non pour la performance. C'est pas pareil. C'est ça hein, ce que j'ai appris dans l'éducation nordique. C'est que eux, tu t'interroges le prof de maths, il te dit, moi, je suis là pour l'épanouissement des enfants. Je suis pas là pour leur faire ingurgiter des maths. Moi, mon support, c'est les maths. C'est pas pareil quand même. Alors, est-ce que les réflexes agissent au niveau de la déglutition? Et oui, le réflexe de déglutition. Motricité de la langue, oui. Apnée du sommeil, oui, bien sûr. Là, justement, je connais quelqu'un qui a fait plein d'exercices. On va faire des jeux, hein, enfin, des jeux. Tu vas souffler dans un ballon. Enfin, bon, c'est des jeux un peu techniques, mais et quelqu'un qui est passé de 52 apnées par heure, par heure, ouais, c'est ça, par heure, à 7. Donc du coup, parce qu'elle voulait pas la machine, hein, tout le monde essayait tous les professionnels lui disaient qu'il fallait la machine. Elle dit non, non, il n'y a pas moyen. Moi, je vais y aller avec des exercices. Et ça a bien marché. Donc oui, tout au niveau du visage, une des choses qu'on fait dans Neuroludo, enfin qu'on fera dans Neuroludo, c'est que je vais apporter mes petits Scooby-Doo et on va faire notre métier. Parce que si vous avez grandi sous un cerisier, dans la nature, ben vous savez très bien que quand c'est le temps des cerises, c'est le temps de prendre une queue de cerise, de se la mettre dans la langue et de faire un nœud avec. Donc allons-y avec des Scooby-Doo, c'est pas grave si on n'a pas de cerisier. Ok. Allons retourner faire notre métier d'enfant pour aller se libérer des mémoires, des messages nerveux parasitants et retrouver notre corps. Et qui dit notre corps, dit notre cœur, notre tête. Okay. Donc il y a plein d'exercices. L'autre fois, j'ai fait un bilan d'IMP et du coup, tu avais plein de réflexes qui étaient vraiment à un taux d'intégration très bas, beaucoup, beaucoup de réflexes. Et j'ai donné un exercice avec la langue. C'était de faire des tours les plus larges avec la langue, 30 fois dans un sens, 30 fois dans l'autre. La personne a joué le jeu une fois hors de la langue. Hein, tu la sors bien ta langue, hein, le plus loin possible. Et je l'ai revu 3 semaines après. Il avait bien fait ses exercices. Et ben, je peux te dire que tous les réflexes avaient pris 25 à 50% d'intégration. Donc oui, des exercices au niveau de la déglutition, motricité de la langue, apnée du sommeil, etc. Puis quand on va travailler la langue, on va travailler le cou. Donc tu as tous les réflexes du cou qui y passent. Tous les réflexes du cou, c'est des super gros réflexes qui ont un retentissement dans tout le corps au niveau des comportements et compagnie. C'est TDAH sans hyperactivité, c'est la même chose, hyper, hypo, c'est pareil. C'est toujours des messages. C'est juste que ça se manifeste différemment. C'est pareil. Yes, merci Sonia. Les étiquettes des pulls. Génial, super. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du réflexe de Galant, spinal de Galant, qui fait que, hop, ça chatouille par ici, ça chatouille par là. Ça fait que dans mon dos, tu as l'électricité qui n'est pas dans les câbles. Ça part partout.
qui va se passer? Tu sais, quand il y a de l'électricité, si tu mets un doigt, pouf, tu te prends une châtaigne. Bon, bah là, c'est la même chose. C'est que là, il y a une étiquette là. Ah, il y a une étiquette là. Et bien, j'ai une hypersensibilité du dos. Donc, j'ai commencé à m'agiter du dos ou bien à faire une crise à ma mère parce que j'aime pas ce pull. Mais c'est pareil, c'est pas un caprice. C'est vraiment que j'ai un buzz électrique. Je me prends du jus. Ok. Donc, oui, les étiquettes. Les étiquettes, les pantalons. Ah, j'aime pas ce pantalon-là parce que. Hein. Donc, enfin, c'est ça. Ça devient tordant quand on connaît les réflexes. Et, euh, et oui, c'est de l'hypersensibilité. C'est la conséquence. C'est de l'hypersensibilité parce que j'ai un buzz nerveux une décharge électrique qui, euh, qui vient se placer là. Alors, le dos en juin et en septembre. Je ne connais pas de formation neuroludo en septembre. Quel constat? Comment ça? Il faut simplifier. Oula! Simplifier ou accentuer, ça dépend de la dynamique de la personne. Donc ça, on le verra ensemble avec des exemples concrets. Dyspraxie, c'est pareil, tous les 10, tous les 10, tu as du réflexe là-dessous, tu as du message nerveux parasitant là-dessous. Regarde, c'est simple. Un message parasitant, sans le relier au réflexe, hein, juste un geste parasite. Je lance comme ça et je rattrape comme ça. Okay, t'en as, on lance comme ça, pouf, il rattrape comme ça. C'est pas qu'ils rattrapent comme ça qui me dérange. Ils peuvent très bien rattraper comme ça. Ce qui me dérange, entre guillemets, c'est qu'ils soient prisonniers de ça. C'est pour ça qu'on va aller regarder c'est quoi la dynamique, c'est quoi les mouvements et que, ok, tu fais ça, parfait. Ben vas-y, on fait ça, très bien. Mais on fait aussi ça. Donc c'est dans le... Là, ça va vraiment être dans le live de juin qu'on va vraiment pouvoir avoir des exemples de ça. Il y a beaucoup de questions en fait qui reviennent, je me permets, Vas-y. avec beaucoup de symptomologies différentes, mais finalement, ce qui est important, c'est pas de vous demander si est-ce que les réflexes, ça va marcher pour ça, ou est-ce que ce trouble va marcher pour ça. Voilà, tout va être histoire de contexte, et forcément, bah, on va retrouver chez des enfants qui ont des problèmes de TOC, de 10, de TDAH, des réflexes archaïques qui sont encore actifs. Donc voilà, l'objectif, ça va être de travailler dessus. J'essaie de te faire un résumé parce que tu as beaucoup de fois les mêmes questions, tu sais. Est-ce que ça marche pour une dyspraxie? Est-ce que ça marche pour un HPI? Est-ce que ça marche pour un TOC? Finalement, les réponses seront toujours à peu près les mêmes. C'est ça, parce qu'en fait, il s'agit de messages parasitants et qu'à la base de tout ça, il y a des messages parasitants. Alors, je vais reprendre un exemple quand même d'une question qui peut vraiment étoffer la panoplie de ce que j'ai dit jusque-là. La question de Marie sur les exemples qui touchent la sociabilité, le rapport aux autres. Bon, on va prendre l'exemple du parachute, ok? Le soutien des mains, quand je tombe, hop, je me rattrape. Donc ça, chez le bébé, vers 6-7 mois, si on approche bébé d'une surface plane, verticale ou horizontale, il va de façon automatique et involontaire relever les bras. Donc là, on croit qu'il est super content de venir me voir, mais en fait, non, c'est juste que tu as une surface plate, donc il tend les bras. Donc, il y a vraiment un côté automatique dans les comportements des bébés. Donc ça, c'est super, il est en train d'exercer son réflexe, ce qui fait que plus tard, il va commencer à pouvoir mettre les mains s'il tombe. Parfait. Ce réflexe-là, il est relié avec le champ de la profondeur, de je vois le mur arriver, je vois le mur arriver. Donc c'est à mesure que le mur il se rapproche que mes bras ils y vont, d'accord? Ou le sol. Donc ça, c'est super bien fait, ça se cale en même temps. Si ça ne t'est pas calé dans les yeux, ça fait que il va y avoir un message discordant entre mes yeux, mon cerveau et mes bras. Donc mes bras vont pas se placer, en fait, ils vont pas venir. Ok. Quand ce réflexe-là, il n'est pas intégré. Mais les bras, c'est pas juste pour me protéger de tomber du sol ou d'un mur, c'est aussi pour me protéger protéger mon espace vital. Ok. Et en fait, quand dans la chaîne de mes bras, c'est pas intégré ça, eh bien, j'ai pas intégré mon espace vital. Donc, ça veut dire que je suis même pas au courant que j'ai un espace vital. Donc,
mais je ne suis pas au courant que j'ai quelque chose au bout des épaules, au bout du tronc, et que j'ai des bras, en fait. Ce qui fait que quelqu'un va s'approcher de moi, encore, 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 et en moi, il n'y a rien qui bouge. Mon cerveau reptilien ne va pas lancer l'assaut jusqu'à ce que vraiment il soit proche. Donc, vous voyez la dynamique dans la cour de récré entre les harceleurs et les harcelés. Tu as le harceleur qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche. Le harceleur, il n'a pas la notion de l'espace de l'autre. Probablement pas la sienne non plus, mais il n'a pas su de l'espace de l'autre. Okay. Donc, du coup, il s'approche, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Et puis, le harcelé, ben, c'est pareil, il laisse s'approcher parce qu'il ne voit pas que ça y est, c'est rentré dans son espace. D'accord? Donc, au tout dernier moment, ça va lancer l'alerte dans le cerveau. Et là, boum, qui c'est qui est étiqueté d'agressif? C'est le harcelé. D'accord? Moi, mon neveu polyhandicapé, on faisait un gros câlin et tout d'un coup, il me mordait. Et il voyait ça, il était complètement désolé, quoi, il pleurait. Mais en fait, c'est que tout d'un coup, son cerveau reptilien lui dit: Waouh, il y a quelqu'un vraiment dans ta zone là, défends-toi, fais quelque chose. Il y a vraiment un gros décalage. Et il est mais en larmes de voir qui m'a mordu. Ok. Donc là, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller replacer de l'information dans les bras, par exemple. Et hop, on va aller faire des activités avec les bras. D'accord? Donc voilà, voyez comment les messages. Donc il y en a, ils vont sans arrêt aller chercher l'information de je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe, je sens bien que j'ai quelque chose ici, là, mais donc ils vont au contact des autres pour expérimenter leur espace personnel. Mais il y en a, c'est tellement compliqué cette histoire que finalement, ils vont aller au bout de la cour de récré, devant le grillage avec un bâton, puis ils vont gratter le grillage comme ça, puis ils seront peinards. Parce que ces histoires de proches, trop proches, pas assez proches, c'est compliqué. J'y comprends rien, en fait. J'y comprends rien, j'ai pas les moyens de comprendre parce que j'ai pas l'information qu'il faut dans les bras. Vous voyez à travers cet exemple-là comment ici ça se passe dans le corps. Et quand on va remettre de l'information dans le corps parce que je reprends mon métier de bébé, de bambin, d'enfant, d'ado, d'adulte, d'humain qui est censé bouger dans la joie, et bien l'information elle se replace. C'est ça qu'on va goûter pendant 2 jours. Moi, la première fois que je suis sortie de ces stages-là, là, bon, c'est moi qui ai fait Noruldo, mais quand j'ai commencé à faire les stages de bal et tout, je suis sortie du stage, mais ne serait-ce que sur le trajet retour, me repérer sur le plan, la carte, le nord, le sud, c'était plus facile. Faire des multiplications, j'étais en train de penser à des projets et tout ça, machin, et je me disais, waouh, j'arrive à calculer tout ça. Normalement, je rentre chez moi, je prends ma calculette. D'arriver à faire mon créneau, mes manœuvres et tout, c'était. Donc, tu vois comment ça se replace dans le corps, ça se replace ici, les performances, elles arrivent. Elle n'est pas belle, la vie? Alors, reprendre. Voilà. Serre la mâchoire, on l'a vu tout à l'heure, c'est le palmo-mentonnier. Tout ce qui est serré là, c'est serré là. Euh, donc, on va faire plein de jeux pour recoordonner ou dissocier palmo et mentonnier. Wow, canon, Pierre. Une formation pour ça. Super. Génial. La motricité libre, ah bah oui, mais ça commence par la motricité libre, bien sûr. Avec les petits, c'est ça. C'est que tant que tu n'es pas assis par toi-même, mais je ne vais pas te mettre assis. Parce qu'il faut que tu fasses ton métier de bébé. Ton métier de bébé, c'est d'aller chercher ton mouvement. Tu vas galérer un peu. Comme nous, on galère pour aller trouver notre jonglage ou faire notre créneau. Et puis, du coup, il va apprendre hop, à se redresser. Il va apprendre à se mettre sur le côté, faire ses retournements. Il faut qu'il fasse tout ça. C'est ça son métier de bébé. C'est d'aller explorer tous ses mouvements avec ses mains, avec ses bras, avec sa bouche, avec son tronc, avec son... Tout ça. Donc la motricité libre, c'est ça, c'est le laisser pas le laisser en galère non plus, tu vois, on peut l'aider, lui montrer des choses, l'aider à placer de l'information dans son corps, mais laisser prendre confiance dans son corps. Tu sais, en psycho, on dit beaucoup, oui, il n'a pas confiance en lui, il n'a pas d'estime de lui. Ça, c'est des trucs qui reviennent hyper souvent. Aller remettre de l'information dans le corps, ça va pas durer longtemps que vous aurez plus ces problèmes-là, en fait. Ça va faire du bien. Oui, les TOC, bien sûr, les TOC, les tics, c'est des messages nerveux. C'est des messages.
C'est des messages qui circulent. On va aller libérer ces messages-là. Et avec les personnes âgées, ben, pareil, on joue. On joue, on joue, on joue, on joue, on joue. Et on joue, et non seulement ça vient activer, tu sais, il y a un truc qui dit use it or lose it. Tu l'utilises ou tu le perds. Ce qui fait que, eh ben, justement, avec les personnes âgées, le pire qui puisse leur arriver, c'est d'arrêter de bouger. C'est parce que je bouge que mon cerveau fonctionne. J'adore le sudoku, mais c'est parce que parce que je bouge que mon cerveau fonctionne. Donc, c'est d'aller dans le mouvement, le mouvement, le mouvement. Autant d'activités que possible où dès qu'on peut, on rajoute de l'équilibre, dès qu'on peut, on rajoute les yeux fermés, dès qu'on peut, on va faire des jeux avec nos mains, avec nos bras, avec notre bouche, notre langue, nos yeux, nos oreilles. Tout, 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 tout. Et c'est très gratifiant pour eux de voir que ils sont encore de la partie. Et ça vient vraiment aider beaucoup pour la prévention des chutes, mais pour toute leur fonction en fait. Alors, j'utilise un exemple intéressant pour le mal de mer, c'est que, tu sais, par exemple, quand les bébés pleurent et que les parents sont là, oui, mais il faut l'habituer, tu sais, faut pas faut pas trop le prendre et tout ça. Et en fait, c'est que je leur dis, vous savez ce que c'est que le mal de mer, ok? Ça n'a pas l'air chouette, d'accord? Il y a un autre truc qui existe, c'est le mal de terre. Le mal de terre, c'est quand c'est quand la terre est ferme et que du coup, tu as pris tes habitudes en mer et que là, ça bouge plus, donc tu es mal. C'est aussi fort, apparemment. Votre bébé, il a passé 9 mois en mer. Et là, vous le laissez sur la terre et il n'y a plus de mouvement. Il peut pleurer, votre bébé. Évidemment qu'il peut pleurer. Ok, alors portez-le. Il a besoin d'être porté. Moi, je vous souhaite pas d'avoir le mal de terre, hein, mais c'est ce que vous êtes en train de faire à votre bébé, là. Un bébé, c'est fait pour être porté. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut le porter 24 heures par jour. Mais n'empêche qu'un bébé, c'est fait pour être porté. Il y a eu du mouvement non-stop. Et bien là, on ne peut pas arrêter ça comme ça. On n'aimerait pas, nous, qu'on nous fasse ce coup-là. On n'aimerait pas ça. Donc, ça se passe dans l'oreille interne. Okay, et l'oreille interne, elle est reliée au gyroscope qu'il y a ici, là. Donc, tous les muscles sucioïdiens et sous-hyoïdiens, comme une grosse toile d'araignée bourrée de capteurs proprioceptifs qui m'indiquent où est l'horizon, qui m'indique où est mon corps et me fait qui communique avec tous les capteurs du corps pour m'indiquer, c'est ça, dans quelle position je suis. Donc, du coup, c'est super important de passer par des activités d'équilibre. Dans Neuroludo, on va passer beaucoup par des activités d'équilibre. Ça fait partie de la superposition des tâches pour aller aider à stabiliser intérieurement et m'aider à sentir où est mon corps et dans quelle position il est. Je prends aussi l'exemple de la canicule. Okay, tu veux t'endormir, donc il fait trop chaud, donc tu veux t'endormir sans rien. Mais ça marche pas. Alors, tu mets un petit drap. C'est pas assez. Bon, voilà, tu sors la grosse couette et puis là, enfin, tu peux t'endormir. Mais c'est parce que la couette, ça fait du poids, ok? Et le poids, il met de l'information, ça réveille les capteurs, et du coup, le capteur étant suffisamment stimulé, ça envoie au cerveau que oui, le bras est là, oui, la jambe est là, le pied est là, les fesses sont là, tout le monde est là, donc on peut s'endormir. Avant ça, tu t'endormiras pas. C'est dire comment on vit en anesthésie générale permanente. Et du coup, les gamins, ils ont trouvé un moyen super efficace pour sentir leur corps. Eh bien, ils le bougent. Ok? Ils le bougent. Regardez comment on se sent bien après une séance de danse. On a bougé, on a réinformé et on sait où on est. Eh bien, on est apaisé et voilà! Neuroludo, on fait la boum, attention. Ouais. Alors, quand il y a eu un trauma, donc l'AVC, ça fait partie des traumas, et oui, on va réinformer. Et attention, hein, moi je suis super enthousiaste par les résultats que je vois et tout, mais c'est pas une baguette magique non plus, d'accord? Et il y a plein de méthodes super chouettes, ok? Moi je suis juste passionnée par ce que je fais, donc je vous en parle comme ça. Toc. Alors, nanana. Oui, c'est la base des maladies mentales, mais oui.
C'est l'extension. C'est l'extension. Et en fait, Bloomberg, il nous racontait plein de cas où, par exemple, chez un autiste, où au début, il était, tu sais, zéro câlin, enfin, il ne sait même pas ce que c'est qu'un câlin, ou qu'un comportement affectif, ou même social, ou même de complicité, ou quoi que ce soit. Et après quelques séances, il reçoit un papa et son enfant autiste. Et en fait, le gamin, il passe la séance à se mettre sur les genoux de son père, à lui faire des gros câlins, etc. Donc oui, tout ce qui est, bien sûr, bien sûr, tout ce qui est des maladies mentales, c'est des extensions de messages parasitants qui ont pris de l'ampleur, bien sûr. Oui, en juin, c'est 2 jours. Donc, tu veux en parler, David, ou... Comme tu veux, bah, je Je connais te pas dis ça parce que exactement le. c'est pour être sûr de l'articulation entre le week-end et la formation. Ouais, alors parce que en fait, pour expliquer un petit peu aux gens, bah, les gens qui sont sur la formation de la BORNP, on fait toujours un week-end de séminaire, bah, voilà, où on fait beaucoup de pratiques, etc., par rapport à notre enseignement. Et pendant nos séminaires, on invite toujours un expert dans un milieu qui est complémentaire à ce qu'on propose. Et donc là, l'objectif, ben, c'était d'inviter Perrine pour faire une petite conférence déjà dans notre séminaire et par la suite proposer 2 jours sur une formation donc, que les experts ont dans leur portefeuille de formation. Et là, l'idée, c'était de faire venir Perrine sur Neuroludo parce que j'ai eu l'occasion de faire Neuroludo il y a un an et c'était tellement exceptionnel. Moi, je suis pas du tout un danseur, mais qu'est-ce que je me suis éclaté. Euh, Par contre, j'aime bien chanter, je chante tout le temps et on chante un petit peu aussi. Après, c'est vraiment bien la manière dans laquelle euh, les exercices et les propositions d'exercices sont construits en fin de compte dans Neuroludo. Tu vois, où il y a des moments où on va retrouver des trucs qui sont très similaires à ce qu'on peut faire nous et ce qu'on peut mettre en application en tant que coach sportif, et des moments où on retrouve tu sais, vraiment l'unité du groupe et des moments où on retrouve des instants de concentration, tu sais, notamment quand on fait tout ce qui est lié au bal et au sac de grains, tu vois, où là il faut être concentré, c'est plus cadré, etc. Et en fin de compte, c'est des choses qu'on peut vraiment très facilement mettre en place avec des enfants comme des adultes, comme des personnes âgées, comme avec des groupes de sportifs. Et ce côté ludique et amener un peu plus de fun, tu sais, dans l'intégration des réflexes archaïques, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'en fin de compte, le sportif, pour de vrai, si nous, en tant que coach sportif, on va voir le sportif, on lui dit, hey, il faut que tu réintègres ton réflexe archaïque, il te regarde comme ça. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Allez, vas-y, laisse-moi faire mon développé couché, laisse-moi faire mon soulevé de terre, laisse-moi faire ma passe au rugby. En fait, ils s'en moquent, quoi. Par contre, le faire intégrer par le jeu, bah, voilà, il y a une osmose, quelque chose dans le groupe qui se crée et je trouve que ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, donc l'expérience Neuroludo a été vraiment exceptionnelle. Et donc, Perrine va venir les lundis, mardis, c'est 26 et 27 juin, je crois, le lundi, mardi. Et je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien là dans la fenêtre de discussion. J'avais déjà mis hop, le lien. Je le remets. Vous pourrez voir du coup directement tout ce qui se rattache à l'inscription. Et il faut savoir que sur place, comme on fait déjà notre séminaire, nous on prend des chalets. Dans ces chalets, il y a plusieurs chambres et il y a 3 chambres. Et du coup, vous bénéficiez des mêmes tarifs que les gens qui viennent de notre séminaire. Donc, on a des tarifs assez exceptionnels sur les gîtes. C'est 23 € la nuit. Et après, les midis, on s'organise pour tous manger ensemble. Voilà, on mange tous ensemble. Ça coûte à peu près 12 € je crois, les repas le midi. Et voilà, tout est organisé au niveau logistique. Il n'y a plus qu'à venir. Yes, génial, super. Ben voilà, c'est ça. C'est super. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y a plein de questions en suspens parce qu'on vient tous avec des problématiques que l'on rencontre dans notre vie et puis dans la vie des gens qui viennent nous voir. Et en fin de compte, faut pas se prendre la tête plus que ça. Le réflexe archaïque, il agit sur plusieurs sphères. Et
Et on a une vision occidentale, des fois, à vouloir scinder la partie mentale, posture, cognition, etc. Mais finalement, les réflexes archaïques, ils agissent sur tout ça. Et c'est ça, en fait, quand on va venir réintégrer les réflexes archaïques, on va travailler sur le système nerveux. Et le système nerveux, bah, il va faire son travail tout simplement à côté. Et les choses vont se faire naturellement. Donc voilà, et vous allez voir, le... il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, il y a des choses qui m'ont percuté quand j'ai fait Neuroludo, notamment sur la prise en charge des enfants et du mien en premier. Donc voilà, donc c'était vraiment cool. C'était une très belle découverte, Neuroludo. Yes. Alors, il y a des questions du coup sur la formation. La formation coûte 400 € pour qui est inscrit au labo RNP. Mais en fait, la formation, elle est à 400 € pour tout le monde. Euh, donc voilà, c'est à part de labo RNP, c'est une formation que Perrine vient proposer à part de la formation labo RNP. Et le séminaire de la RNP, oui, c'est ça, c'est le week-end précédent. C'est collé, en fait. On colle. Pour de vrai, les séminaires Labo RNP durent 5 jours. Parce qu'on a les gens qui sont sur le mastermind qui viennent le vendredi. On a les gens du séminaire qui viennent le samedi, dimanche. Et après, on a toujours l'intervenante qui vient le lundi, mardi. Yes. Après, ils n'ont pas des petits privilèges, ceux qui sont au labo RNP? Le mastermind qui a 5% de remise sur la formation Neuroludo. Ok, parce que dans le labo RNP, il y a en plus un mastermind, c'est ça? C'est ça. Différents niveaux. Ok, 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 ça marche. Je vois, je vois. Ok. Alors, Euh, Neuroludo, là, pour Dominique, c'est très, très facilement, en fait, comment dire, scalable, copiable dans ton activité. Et ça va te donner plein de propositions, mais vraiment différentes. Parce que c'est vraiment, toutes les activités qu'il y a dans Neuroludo sont vraiment différentes, hein. Et donc, tu vas pouvoir, ça, le modéliser à ton activité très, très facilement. Et après, la seule chose qui va te limiter, à la limite, ça sera ton imagination, tu vois, parce que tu peux en faire tellement de choses. yes. Et après, On peut tout à fait suivre la formation si on n'a pas de base en réflexe, parce que je me fais une joie de faire du lien avec les réflexes, mais c'est plus une boîte à outils. On va plus faire du pratico-pratique et du terrain et de l'observation directe. On va pas faire de l'observation en rapport avec la théorie. La théorie, elle vient en plus, tout comme d'autres théories pourraient venir exacerber encore plus notre observation. Là, la théorie des réflexes pourrait venir exacerber notre observation. Mais on n'en a pas forcément besoin, en fait. Parce que juste d'observer, ça passe par d'autres chemins. C'est plus tu vas être dans ton corps, plus tu vas pouvoir observer et les jeux qu'on fait nous amènent de plus en plus dans notre corps. Donc, il faut arriver en forme, il faut bien boire de l'eau, mais sinon c'est tout bon. Et ce qu'on se disait, c'est que puisque vous avez fait l'effort de m'écouter pendant tout ce temps, on se disait que ça pourrait être chouette de vous faire une petite fleur en vous accordant un 5% à vous aussi. Si vous vous inscrivez là, alors je voulais dire ce soir, mais en fait, tout à l'heure, j'ai vu Samuel qui me disait qu'il y avait un bug de site internet ou je sais pas trop quoi. Donc, pas normalement, si tu cliques sur le lien là que j'ai non, envoyé, ouais, c'est le lien direct de l'inscription pour Neuroludo ouais, à Langat, le 26 et 27 juin. Langat, enfin, je ok, traduis Langat, c'est un trou paumé au milieu de la Moselle, yes. à côté de Sarrebourg. Ouais. C'est aussi un trou paumé au milieu de la Moselle, tu me diras, mais Bon, le 5%, il est pour Langat, hein. voilà, c'est ça. Pour Langat, les 5%, donc il faut que les gens s'inscrivent sur le lien que là j'ai partagé dans dans le fil de discussion. Ouais. Allez, au cas où, moi, mon ordi, là, il veut rien savoir. Je clique sur tout, il veut rien savoir. Donc, ça doit être mon ordi qui fait ça doit être ma connexion. Mais si jamais c'est pas que moi, j'accepte jusqu'à demain. Mais demain soir minuit, on repasse au prix normal. Ils vont recevoir de toute façon un mail avec le replay et si tu veux, on mettra le lien de l'événement et Ok, on précisera qu'il y a 5% pour tous les gens qui s'inscrivent jusqu'à demain soir minuit. yes, cool, parfait, génial, super.
Oui, alors financement OPCO, oui, si ça passe, pourquoi pas. Il faut juste prévoir, parce que l'organisme par lequel on passe, il faut prévoir un 30% supplémentaire. Mais tu vois ça, enfin, mon assistante, elle va t'expliquer tout ça. Elle va te faire un joli devis pour ton OPCO. Génial, parfait. Bah, super. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté sagement, d'avoir participé, d'avoir interagi, d'avoir. Voilà, ça va être très chouette de se retrouver. Et puis, en attendant, ça a été très chouette de partager ce moment avec vous. Super, bah, merci beaucoup pour avoir comblé 7h30 et, euh, et puis pour avoir été présente. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment de rencontrer Perrine parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et donc voilà, moi je suis fan de Perrine. Ouais, je suis Mais tu le contente. sais, tu le sais, tu le sais. Mais oui, je le sais. On s'aime. Donc voilà. Donc venez la rencontrer parce que vous allez voir, c'est vraiment génial. Vous ne regretterez pas. Et si vous regrettez, Sébastien, il rembourse le prix de votre formation. Yes. Bon, bah super. Merci à toutes et à tous. Si vous avez encore peut-être une ou deux questions, voilà, allez-y, posez-les. Et puis sinon, on va pouvoir laisser Perrine tranquillement se reposer. Merci, merci, merci. Merci pour vos merci. Super, ouais, Paul et Ludivine, génial. Merci à eux aussi. Yes, Muriel, hâte de faire la formation avec toi aussi. Super. 400 et si tu, Caroline, 400 et si tu fais avant demain soir, t'as une petite réduction de 5%. Génial. Passez une bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.